Tais-toi et écoute. Je t'ai sorti de nulle part, tu devrais être reconnaissante, mon mari m'a humiliée à la réserve naturelle, devant tout le monde. Mais le lendemain matin, il est devenu pâle en payant pour ses mots. Je me souviens encore du rire de Marc dans ma figure cette nuit-là. Ce n'était pas juste un rire. C'était acerbe, cruel et destiné à blesser. Si ce n'était pas pour moi, tu vivrais encore dans cet appartement délabré, fauché et inutile. Tu devrais m'embrasser les pieds pour t'avoir sauvé, Léa. Alors, tais-toi et sois reconnaissante. Ces mots ne s'arrêtèrent pas là. Il s'assura aussi que je connaisse Chloé, cette femme avec qui il me trompait depuis des mois, peut-être même des années. Il n'essayait même plus de le cacher. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai cru que j'allais hurler, lancer quelque chose, ou m'effondrer comme je le faisais autrefois quand ces mots devenaient trop lourds à supporter. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je suis juste resté là, me sentant étrangement vide, comme si quelque chose en moi s'était calmement éteint. Et puis, j'ai réalisé. Peut-être que j'en avais fini de m'en soucier. Peut-être que la femme qui vénérait autrefois chacune de ses paroles était morte il y a longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil filtrant à travers les rideaux, le faible son des mouettes appelant à l'extérieur de notre maison à Nice. Marc était déjà parti. Probablement pour se vanter auprès de ses amis de la vie parfaite qu'il avait, moi comprise, du moins dans son esprit. J'ai regardé autour de moi dans cette maison impeccable et organisée qu'il contrôlait comme une salle d'exposition et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas avoué auparavant. Ce n'était pas une maison. C'était une cage dorée et j'y vivais depuis si longues années. J'avais rêvé de devenir maquilleuse. J'adorais travailler avec les couleurs, les textures. L'art d'aider les gens à se voir sous un nouveau jour. Mais Marc avait étouffé ce rêve dès le premier jour de notre mariage. Aucune femme de mon entourage ne perdra son temps à peindre des visages d'inconnus, avait-il dit. Déchirant le formulaire d'inscription à un cours que j'avais économisé pendant des mois pour me l'offrir. Il prétendait me protéger du travail de basse classe, mais en réalité, il voulait le contrôle. Et je le lui ai laissé, pensant que c'était de l'amour. 6 ans d'horaire. 6 ans à suivre ses règles sur ce qu'il fallait porter, ce qu'il fallait cuisiner, à qui parler. 6 ans à garder la voix basse et la tête baissée pour éviter la colère qui s'enflammait chaque fois que j'osais le questionner. Mes amis avaient arrêté d'appeler après les dîners gênants où Marc me critiquait ouvertement devant eux. Mon monde s'était rétréci jusqu'à n'être plus que lui et moi. Cachant des morceaux de qui j'étais autrefois. Mais quelque chose avait changé cette nuit-là quand il a ri. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait. Quelque chose en moi a calmement changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement laissé le silence s'étirer entre nous comme un mur que je ne franchirais plus jamais. Et je n'avais aucune idée à l'époque que dès le lendemain matin, tout commencerait à se défaire pour nous deux. Mon nom est Léa Moreau et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était assez belle. J'avais un mari avec une entreprise prospère, une maison près de la baie à Nice, une voiture que je n'avais pas à payer et des vacances dont Marc aimait se vanter à chaque dîner. Les gens nous regardaient et pensaient que nous étions parfaits, mais personne ne voyait jamais ce qui se cachait derrière les portes closes. Mes rêves n'avaient pas d'importance. Ils fixaient les règles et je les suivais en pensant que c'était ça, le mariage. Ce que je portais, ce que je cuisinais. Comment je parlais quand nous étions avec ses amis, tout devait correspondre à sa vision de la femme parfaite. Si j'achetais quelque chose qu'il n'approuvait pas, il le rapportait au magasin sans même me demander. Si je cuisinais quelque chose 2 fois dans la semaine, il repoussait l'assiette et disait « Ai-je l'air de quelqu'un qui mange la même chose en boucle ? Sois créative, Léa. Ne me fais pas honte. » Au début, j'ai essayé. J'ai lu des livres de cuisine tard le soir. Appris de nouvelles recettes, coiffé mes cheveux comme il aimait, j'ai même évité de porter des vêtements qui lui rappelaient mes racines de petite ville. Mes amis ont arrêté de venir au bout d'un moment. Marc avait une façon de transformer chaque rassemblement social en une performance où il jouait le mari charmant et moi la femme silencieuse et souriante. Si je parlais trop, il me lançait ce regard et je me rétractais sur ma chaise. Après une soirée particulièrement gênante où il m'avait ouvertement corrigé 3 fois devant tout le monde. Une de mes amies les plus proches m'a prise à part et m'a murmuré « Léa, ça va ?» J'ai souri et j'ai menti, bien sûr, ça va. Mais je n'allais pas bien. 6 ans de cela m'avaient rongé. Je me réveillais chaque matin déjà fatigué,
comme si je me préparais à quelque chose qui allait mal tourner. Parfois, c'était des choses mineures. Comme lui soupirant sur la façon dont je pliais ses chemises. Parfois, c'était important, comme lui qui jetait ma vieille trousse de maquillage que je gardais pour les souvenirs, 10 ans. Je disparaissais simplement morceau par morceau, année après année. Et la nuit où il a ri dans ma figure, la nuit où il a exhibé Chloé comme un trophée, j'ai réalisé à quel point j'étais tombé bas. Je n'étais plus la femme que j'étais autrefois, celle qui aimait la couleur, la créativité et le rire. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie, et pour la première fois depuis des années. J'étais en colère contre cela. Je ne savais pas encore quoi faire de cette colère. Mais je savais que c'était le début de quelque chose. Quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Un endroit si exclusif qu'il fallait des connexions justes pour être sur la liste d'attente. Il se pavanait dans la maison toute la matinée, un téléphone à la main. Aboyant des ordres aux employés pendant que j'essayais de finir mes bagages. J'avais passé la matinée à rôtir un poulet aux herbes, l'un de ses plats préférés. Quand il est entré dans la cuisine. Il a plissé le nez comme si j'avais laissé des ordures sur le comptoir. Encore du poulet, Léa, la 3e fois cette semaine. Dois-je te rappeler que j'aime la variété? Fais mieux. J'ai mordu ma lèvre, j'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête, et j'ai forcé un sourire. Je pensais que tu aimais cette recette. Je l'aimais. Passé. Maintenant, c'est ennuyeux. Tout comme la garde-robe que tu fais tes bagages, je parie. Il a jeté un coup d'œil à la valise sur la chaise. Tu n'as pas rempli ça avec ces nids de petite ville, n'est-ce pas? Nous sommes dans un complexe 5 étoiles, pas en visite à la ferme de ta grand-mère. Il a sorti une de mes robes d'été préférées. Une robe jaune pâle que ma défunte grand-mère m'avait aidé à coudre quand j'étais au lycée. J'ai instinctivement tendu la main pour la saisir. Elle est spéciale pour moi, Marc. S'il te plaît. Ne le fais pas. Spéciale. Elle a l'air bon marché. Il l'a jetée sur le lit comme si c'était une ordure. Nous t'achèterons quelque chose d'approprié quand nous arriverons. Ce ne sont pas des vacances dans un motel bon marché, Léa. Essaie de faire bonne figure. Je me suis détourné, avalant la piqûre dans ma poitrine. Ce n'était pas nouveau. Il effaçait des morceaux de ma vie comme ça depuis des années. Mais ce jour-là, ça m'a touché différemment. Mais l'écran s'est allumé avec un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite. Chloé Bernard. Et puis, j'ai compris. Il est revenu avant même que je puisse traiter l'information. A ramassé le téléphone et a répondu avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Oui, chérie. Bien sûr, nous allons y arriver. Une semaine entière? Pas de problème. Elle ne se doute de rien. Il est entré dans son bureau, laissant la porte entr'ouverte juste assez pour que je puisse l'entendre rire. J'ai hâte de te voir, Chloé. Mon estomac s'est serré. Mais il n'y a pas eu de larmes, pas de crise de nerfs. Au lieu de cela, je suis resté là, figé, un calme étrange s'installant en moi. Il me trompait. Je le soupçonnais depuis des mois. Peut-être plus, mais l'entendre, c'était différent. Pendant un moment, je me suis demandé si je devais aller le confronter, exiger des réponses, mais au lieu de cela. Je me suis retrouvé à plier silencieusement cette robe jaune dans ma valise. Je n'étais pas sûr pourquoi, mais je savais que je voulais l'emporter avec moi. Quelque chose en moi a de nouveau changé. Je n'avais plus peur de lui comme avant. J'étais fatigué et quelque part dans cette lassitude se trouvait la plus petite lueur de détermination. Je ne le savais pas alors, mais cette lueur allait tout changer. La Côte d'Azur scintillait comme une peinture à notre arrivée. L'air chaud et salé s'est précipité vers moi dès que nous sommes sortis de la voiture à l'entrée du complexe. Des palmiers imposants se balançaient au-dessus d'une piscine à débordement qui semblait fondre dans la mer Méditerranée au-delà. C'était le paradis, le genre que l'on voit sur les cartes postales. Sauf que je ne me sentais pas à ma place. Marc marchait à mes côtés comme s'il possédait l'endroit, jetant les clés au voiturier d'un geste négligent du poignet. Dépêchez-vous avec les sacs. A-t-il dit à personne en particulier avant d'ajuster ses lunettes de soleil et de me regarder. Essaie de suivre, Léa. Nous ne voulons pas que tu aies l'air perdu. Nous avons emménagé dans une suite si luxueuse qu'elle semblait presque irréelle. Des sols en marbre, un balcon surplombant la mer, une baignoire à remous assez grande pour 4 personnes. Marc a souri à son propre reflet dans les fenêtres du sol au plafond.
Tu vois, c'est la vie que tu as grâce à moi. De rien. Il m'a à peine jeté un regard avant d'annoncer. J'ai une réunion d'affaires ce soir. Networking avec un de mes clients qui se trouve être ici. Commander du service en chambre ou quelque chose comme ça. Ne m'attendez pas. Et juste comme ça. Sur le dessus se trouvait la robe d'été jaune que j'avais insisté pour apporter, quoi qu'ils disent. J'ai hésité un instant avant de l'enfiler. Le tissu, doux et familier, m'a enveloppé comme une vieille amie. Pour la première fois depuis des années, j'ai sorti mon sac de maquillage. Le petit que j'avais caché des commentaires constants de Marc sur la perte de temps dans la vanité. Mes mains tremblaient légèrement en appliquant du fond de teint, de la blush, et un coup de mascara. Pas la version silencieuse et terne que Marc préférait, mais quelqu'un qui avait encore de la couleur dans sa vie, quelqu'un qui existait encore. Je suis sorti de la suite. Ignorant la voix dans ma tête qui m'avertissait de la colère que Marc aurait s'il découvrait que je suis sorti seul. Ce soir, je m'en fichais. La promenade du complexe bourdonnait de musique et de rire. Des couples flânaient sous des guirlandes lumineuses, et l'odeur des fruits de mer grillés se mêlait à l'air salin. J'ai erré sans but. Absorbant tout quand une voix aiguë a coupé le bruit. Eh, belle. Où vas-tu? Un homme que je ne connaissais pas m'a barré le passage, sentant l'alcool, son sourire trop large. J'ai figé un instant. Ne sachant pas quoi faire. Mais une autre voix est venue, calme, autoritaire. Monsieur, je crois que la dame a dit qu'elle n'était pas intéressée. Je me suis tourné pour voir un homme en chemise blanche impeccable et pantalon sur mesure. Ses cheveux sombres peignaient en arrière. Sa présence dégageait du contrôle. Mais pas le genre que Marc maniait comme une arme. C'était différent, plus stable. L'homme ivre a marmonné quelque chose sous sa respiration et s'est éloigné. « Vous allez bien ?» a demandé l'étranger. Sa voix chaude mais ferme. « Oui, merci », ai-je dit, un peu secoué. Il a souri. David Lefebvre, s'est-il présenté, tendant une main. Je travaille au ministère de l'Environnement. Vous seriez surprise de voir à quelle fréquence je dois intervenir sur les terrains de villégiature. J'ai serré sa main, me sentant étrangement en sécurité. Je suis Léa. Eh bien, Léa. Tu viens de me sauver d'une soirée gênante à rester près du bar. Puis-je t'offrir un verre pour me faire pardonner de t'avoir effrayé? J'ai hésité. Un verre. 2 jours plus tard, Marc a finalement décidé de passer du temps avec moi, du moins en apparence. Ils organisent une visite privée dans l'un des sanctuaires marins, a-t-il dit, resserrant le bracelet de sa montre coûteuse. Exclusif, réservé aux VIP comme nous. Il a dit nous comme si cela devait me rendre fier, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la froideur. Le sanctuaire était à couper le souffle. Des étendues de plages immaculées, des lagons cristallins et des zones protégées où nichaient des tortues de mer en voie de disparition. La guide. Une femme à la peau bronzée et à la voix passionnée, nous a avertis immédiatement. C'est une zone de faune sauvage nationale. Ne retirez aucune plante, coquillage ou animal. Nous avons suivi le sentier alors que la guide indiquait des nids soigneusement marqués pour la protection. Les touristes prenaient des photos, murmuraient avec admiration. Et même les enfants semblaient instinctivement baisser la voix par respect pour cet environnement fragile. J'ai respiré l'air salin, laissant la paix du lieu m'envahir. Marc, cependant, était agité. À un moment donné, je l'ai remarqué s'écarter, parlant à voix basse à un homme local qui ne semblait pas faire partie du groupe de touristes. Leur conversation était pressée, secrète. Et quand Marc m'a vu regarder, il m'a fait signe avec un sourire forcé. « Je demande juste des directions », a-t-il dit. Je voulais le croire. Vraiment. Mais un seul nouveau-né retiré de cet habitat peut signifier la perte d'une lignée de vie entière. C'est pourquoi l'application est stricte. Aucune exception. Sur le chemin du retour vers le quai, des gardes de sécurité attendaient. Contrôle de routine des sacs, a annoncé l'un d'eux. Les gens ont soupiré, mais se sont conformés, ouvrant leur sac à dos et leur sac à main. Quand ce fut le tour de Marc, il a soufflé dramatiquement. Sérieusement, savez-vous qui je suis? J'ai payé pour un traitement VIP, pas pour ce cirque. Monsieur, veuillez vous écarter. Il a sorti un petit paquet enveloppé dans du tissu. Le garde l'a lentement déballé pour révéler un nouveau-né. Une petite tortue de mer pas plus grande que ma paume.
battant ses petites nageoires dans la confusion. L'air est devenu mortellement silencieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a exigé le garde. « Ça ne m'appartient pas. » Marc a rétorqué. Son visage devenant pâle. « On me l'a mis dessus. » Mais je l'avais vu parler à cet étranger. J'avais vu la façon dont il continuait de tapoter la poche de sa veste pendant toute la marche du retour. Je savais qu'il mentait. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de trafic d'une espèce en voie de disparition », a dit le garde, son ton sec et professionnel. « C'est un crime grave. » Une autre voix est venue de derrière nous que j'ai immédiatement reconnue. « Y a-t-il un problème ici ?» C'était David Lefebvre. Mais maintenant il n'était plus seulement l'étranger aimable qui m'avait offert un verre. Il portait un uniforme, arborait le badge de son bureau. Et la façon dont les autres gardes se sont immédiatement redressés m'a dit à quel point il avait d'autorité. « Oui, monsieur », a répondu le garde. « Nous avons une tentative de trafic confirmée. » Preuve en main. Les yeux de David sont passés de la petite tortue à Marc, puis à moi. Il y avait de la reconnaissance dans son regard, mais il a gardé son ton officiel. « Emmenez-le en garde à vue. » Et pour la première fois depuis 6 ans, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une clarté froide et silencieuse. Le visage de Marc s'est tordu de panique alors que les gardes se rapprochaient. « Léa. Dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. » Sa voix s'est brisée, désespérée. Si différent de l'homme qui aboyait autrefois des ordres et riait dans ma figure, mais je n'ai pas bougé. À le regarder réaliser que personne ne venait le sauver, pas même moi. David Lefebvre s'est avancé, calme mais inflexible. « Monsieur. La tentative de trafic d'une espèce en voie de disparition est une infraction pénale. Vous serez emmené au poste local pour traitement. Vous avez le droit de garder le silence. » Sa voix était professionnelle, stable, mais ses yeux ont croisé les miens brièvement, comme pour dire « Tu es en sécurité maintenant. » Marc, a-t-il encore essayé? Sa voix tombant à un murmure suppliant. « Léa, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qu'ils vont me faire. Il y a une amende, ou pire, des peines publiques. Je ne peux pas, Léa. Je ne peux pas supporter ça. Tu dois m'aider. » J'aurais dû ressentir quelque chose. De la colère, de la satisfaction, de la pitié, mais tout ce que je ressentais, c'était un étrange vide. La femme qui pleurait autrefois pour chacune de ses insultes n'était plus là. Au poste plus tard, David s'est approché de moi dans un couloir tranquille. « Votre mari fait face à de graves accusations », a-t-il dit doucement. « Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Nous construisons une affaire contre un réseau de trafic depuis des mois. Il est lié à des gens que nous avons essayé d'arrêter. » Ma poitrine s'est serrée. « Vous voulez dire que ce n'était pas la première fois ?» David a hoché la tête. « D'après ce que nous pouvons dire. Vous auriez également une base légale pour vous séparer de lui proprement. » C'était beaucoup à assimiler. Une partie de moi voulait fuir, s'éloigner le plus possible de Marc et de ses problèmes. Ai-je demandé calmement. David a expliqué. Des témoignages, des déclarations sous serment. Il s'agit de protéger quelque chose de plus grand que vous deux. J'ai regardé mes mains, l'odeur faible de la brise marine s'accrochant encore à ma peau. 6 ans de contrôle. D'insultes et de trahison, et maintenant j'avais le pouvoir de décider de son avenir. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était ferme. Je le ferai. Je coopérerai. Et je demande le divorce. David a fait un petit signe de tête, pas triomphant, mais respectueux. Bien. Je ferai en sorte que quelqu'un vous mette en contact avec un avocat de confiance. Léa, cela ne doit pas vous définir. Une étincelle de quelque chose de chaud a vacillé. L'espoir. Les semaines qui ont suivi m'ont semblé irréelles, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Marc a été accusé de trafic illégal d'animaux sauvages en voie de disparition. Ses avocats se sont battus avec acharnement, mais les preuves étaient indéniables. Des messages sur son téléphone. Des virements bancaires liés à des braconniers connus, et ma déclaration sous serment confirmant ce que j'avais entendu avant notre voyage. L'accord que David avait arrangé a été conclu. Au lieu de faire face à une punition publique qui aurait été diffusée sur tous les médias, Marc a payé une amende colossale, a été banni à vie de la Côte d'Azur. J'ai juste respiré une respiration lente et régulière qui ressemblait à la première vraie depuis des années. La même semaine,
j'ai demandé le divorce. Marc a essayé toutes les tactiques, suppliant, menaçant, m'envoyant même de longs messages sur la façon dont j'avais ruiné sa vie. Mais pour une fois, rien de tout cela n'avait de pouvoir sur moi. J'avais l'équipe juridique de David derrière moi. Et pour la première fois, j'avais quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu, ma propre voix. J'ai emménagé dans un petit appartement à Nice. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Pour la première fois en 6 ans, j'ai décoré sans demander la permission. J'ai acheté une chaise de maquillage d'occasion et j'ai ressorti mes vieux pinceaux du stockage. Ils étaient un peu usés. Mais quand je les tenais, j'avais l'impression de tenir une partie de moi que je croyais perdue à jamais. Je me suis inscrite à des cours du soir pour mettre à jour mes compétences. Certains soirs, je rentrais épuisé, les mains tachées de fard à paupières et de fond de teint, mais je souriais en m'endormant parce que c'était mon choix d'être fatigué. J'ai même créé une petite page sur les réseaux sociaux en postant des transformations avant-après. En quelques mois, j'ai eu mes premiers clients privés. Ce n'était plus seulement une question de maquillage. C'était une question de connexion. Les femmes qui venaient me voir ne cherchaient pas seulement un nouveau look. Elles voulaient se sentir vues. Nerveuse à l'idée d'être devant les caméras, mais ensuite j'ai pensé à toutes les fois où Marc m'avait réduite au silence. Plus maintenant. Je le ferai, ai-je dit. L'événement était surréaliste. Me tenir sur cette scène, raconter mon histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que femme qui avait enfin repris sa vie, était plus réparateur que je ne l'avais imaginé. Quand je suis descendu, les applaudissements ont ressemblé à une clôture, comme le dernier verrou qui s'ouvre sur la cage dans laquelle j'avais vécu trop longtemps. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement, l'odeur de la poudre fixatrice et de la brise marine s'attardant encore sur mes vêtements, j'ai souri. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas célèbre. Mais j'étais libre. Et cette liberté valait plus que tout ce que Marc avait jamais agité devant moi. Pour la première fois depuis des années. Des mois ont passé et la vie a recommencé à se sentir stable. Pas excitante ou dramatique, juste stable. Je travaillais dans un petit spa pendant la journée et prenais des clients indépendants le soir. Ce n'était pas glamour, mais chaque rendez-vous. C'était un photographe indépendant nouvellement arrivé à Nice et il est venu au spa un après-midi, demandant si quelqu'un pouvait se maquiller pour un shooting de portfolio qu'il préparait. J'essaie de construire une clientèle ici, a-t-il expliqué, tenant son appareil photo comme s'il en faisait partie. Mariage, remise de diplôme, ce genre de choses. Prenez-vous des projets indépendants? J'ai failli dire non par habitude. Pendant des années, je m'étais entraîné à éviter les opportunités, effrayé par la réaction de Marc. Mais Marc était parti. Moi et une étudiante modèle qui avait besoin de photos professionnelles. Le travail était naturel. Fond de teint, contour, touche subtile pour capter la lumière juste comme il faut. Ethan donnait à peine d'instructions. Il me faisait confiance pour faire mon travail. Et quand le modèle s'est regardé dans le miroir, elle a murmuré « Waouh, c'est moi ». Ethan a souri. « Tu es talentueuse, Léa. Vraiment talentueuse. » Son ton était sincère, pas condescendant ni contrôlant. Ça m'a surpris à quel point c'était rafraîchissant. Un shooting en a entraîné plusieurs. Il m'a engagé pour des photos de fiançailles, puis un petit mariage, puis m'a référé à un de ses amis qui dirigeait une ligne de vêtements de boutique. Nous avons commencé à prendre du café après les shootings, parfois des déjeuners, toujours à parler de travail au début, jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus à propos du travail. Il m'a parlé de son enfance en Provence, de la perte précoce de sa mère, de la façon dont la photographie l'avait sauvé du sentiment d'être perdu. Je lui ai parlé de Marc, prudemment au début. Juste des fragments, mais il n'a jamais poussé, jamais jugé. Il a simplement écouté. Un soir, après une longue journée de rendez-vous consécutifs, je suis rentré pour trouver un petit bouquet de tournesol devant ma porte d'appartement avec une note. Pour les jours où tu oublies à quel point tu es lumineuse. J'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas les larmes tristes et frustrées auxquelles j'étais habitué. C'étaient des larmes douces, celles qui viennent quand quelque chose de bon semble presque irréel. Il n'a jamais essayé de définir ce que nous étions trop tôt. Ne m'a jamais donné l'impression de devoir mériter sa gentillesse. Nous avons simplement apprécié la compagnie de l'autre. Un soir, c'est comme si tu croyais enfin que tu le mérites. Je me suis tourné vers lui,
surprise. J'y travaille encore, ai-je admis. Il a souri doucement. Alors laisse-moi te le rappeler jusqu'à ce que tu n'aies plus à y travailler. Ce fut le moment où j'ai réalisé que la guérison ne consistait pas seulement à laisser le mauvais derrière soi. Il s'agissait de laisser entrer les bonnes choses. Et Ethan était bon, stable et assez patient pour me laisser guérir à mon propre rythme. Pour la première fois depuis des années. Le soleil inondait les comptoirs de vernis et les rangées de produits que j'avais choisis moi-même. Une étagère près de l'entrée présentait des photos encadrées de mes clientes. Des femmes souriant à des mariages, des bals de fin d'année, des entretiens d'embauche, des moments dont elles voulaient se souvenir parce qu'elles s'étaient senties confiantes. Il y avait une photo sur laquelle je m'arrêtais toujours, une photo en gros plan de moi riant avec une adolescente après lui avoir appris à se maquiller pour la première fois. Ses yeux étaient rouges de larmes quand elle est entrée, mais elle est partie en souriant. Cette photo me rappelait pourquoi j'avais commencé tout cela. L'ombre de Marc ne me hantait plus. Le divorce avait été finalisé calmement après son règlement judiciaire, et nous n'avions plus parlé depuis. J'ai appris qu'il avait quitté la Côte d'Azur. Embarrassé et essayant de reconstruire son image ailleurs. Peut-être réussirait-il, peut-être pas. Mais ce n'était plus ma préoccupation. Ma vie avait maintenant de nouveaux visages. Pour me tenir au courant de la campagne de conservation que mon témoignage avait soutenue. Le réseau de trafic illégal avait été démantelé, et grâce à mon petit rôle. Des dizaines d'animaux en voie de disparition étaient en sécurité. Un soir, alors que je fermais le magasin, j'ai croisé mon reflet dans la porte vitrée. Pendant un moment, je n'ai presque pas reconnu la femme qui me regardait. Ses épaules étaient détendues, ses yeux brillants, un doux sourire courbait ses lèvres. Pas parce que quelqu'un lui avait dit de sourire. Mais parce qu'elle le voulait vraiment. J'ai pensé à tout ce qu'il avait fallu pour arriver là. L'humiliation, la trahison, l'étape terrifiante de dire assez. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'amertume. J'ai ressenti de la gratitude, pas pour Marc, pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce que j'avais appris en survivant à cela. La vérité est que, parfois, la vie s'effondre tellement que l'on ne peut pas la remettre comme elle était. Mais peut-être que c'est le but. Je n'étais pas censé redevenir qui j'étais avant, Marc. J'étais censé devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui refusait de se contenter d'être petite et silencieuse. Alors que je fermais à clé. Ethan est apparu avec son sourire facile et un sac de dîner à la main. Je pensais que tu aurais peut-être faim, a-t-il dit, en m'embrassant la joue. J'ai souri, appuyé contre la porte. Tu sembles toujours savoir. Je fais juste attention, a-t-il dit doucement. Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine de notre petite maison partagée, j'ai réalisé quelque chose. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est désordonné, difficile et souvent solitaire. Mais ça vaut le coup à chaque étape, car un jour tu te réveilles et tu réalises que tu ne survis plus. Tu vis. Alors si tu m'écoutes et que tu te sens coincé, pas entendu, ou comme si tu ne comptais pas, s'il te plaît, crois-moi quand je dis ceci. Tu comptes. Tu as le droit de t'éloigner de ce qui te brise et de marcher vers ce qui te rend entière. Je l'ai fait, et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise.